Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taste Of dédié comme toujours aux enjeux marketing et sales. Aujourd'hui on part sur un focus très B2B avec mes invités. J'ai le plaisir de retrouver autour de la table Samy Benjazia. Bonjour Samy. Bonjour Thomas. Tu es responsable marketing et communication chez Tork, une marque d'hygiène professionnelle du groupe Essity. On y reviendra ensemble et avec nous, j'ai le plaisir de retrouver mon compère Guillaume Gélis. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. Tu es directeur général délégué chez Infopro Digital Media. Alors ensemble, tous les trois, on a décidé de titrer ce Taste Off vers une vraie digitalisation du marketing en 2022. Alors généralement quand on dit vers une vraie, c'est qu'on n'y est pas et j'aimerais bien votre sentiment à l'un et à l'autre sur ce sujet. Je démarre avec toi Samy. Merci Thomas. Est-ce qu'on peut vraiment être arriver à une vraie digitalisation quand on est dans un environnement en mouvement ? Et je dirais, je suis responsable marketing, je m'occupe de marketing, j'évolue dans cet environnement et c'est un environnement qui est mouvant, qui change tout le temps. Donc effectivement, comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose, atteindre un but qui va être constamment en évolution, sauf à se dire, on a différentes étapes et on atteint les différentes étapes en chemin. Donc normalement, la casquette digitale dans la boîte, c'est toi, en partie. En partie. Pas que, évidemment, il y a des équipes. Tu nous dis, on n'y est pas et voire même, on n'y sera jamais. On sera sur les objectifs qu'on s'est fixés. En revanche, les outils digitaux et la digitalisation évoluent. Donc il y a des nouvelles choses qui arrivent et il va falloir se les approprier aussi pour voir comment est-ce qu'on les intègre dans notre schéma digital dans l'entreprise, tout simplement. Guillaume. Écoute Thomas, donc vrai, véritable, donc quelle est la vérité sur la digitalisation en fait, c'est ce qu'on essaye de déterminer aujourd'hui. Vous accompagnez un certain nombre d'entreprises sur tous ces sujets avec Infopro Digital Media. Il y a ce que vous vivez en interne et puis il y a ce que vous observez aussi plus globalement. C'est ça, il y a ce double travail à la fois de moi en tant que manager pour aussi digitaliser toute la société, hein. Et puis il y a le travail que l'on fait pour nos clients où la plupart de nos prestations désormais sont digitales. Alors, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une évolution extrêmement rapide vers de la digitalisation, y compris dans le monde du B2B, qui reste quand même en retrait et en retard par rapport au B2C. Cette transformation s'est accélérée sur les 2 dernières années, évidemment avec les événements du Covid. Est-on arrivé à un point où on peut considérer qu'on a une maturité suffisante pour dire, voilà, on a un marketing qui est totalement digitalisé ? En fait, quand on parle de digitalisation, ça va de la notoriété jusqu'à la rétention, hein. L'ambition, c'est en tout cas sur des univers sales et marketing, c'est de faire de l'acquisition de nouveaux clients et puis de les fidéliser. La question qu'on va se poser ensemble, c'est est-ce qu'il faut tout digitaliser ou est-ce qu'on met les curseurs sur les grandes étapes de la relation qu'on peut avoir avec ses prospects et évidemment ses clients. Du coup, je vous propose tout de suite de passer à notre rubrique sucré, salé. C'est le menu du jour. Je commence par une question faussement naïve. Pourquoi on cherche aujourd'hui justement à tout digitaliser, Guillaume ? Alors, je pense que fondamentalement, la capacité de stocker de la data est un fondement en fait à la digitalisation. Donc le monde évidemment s'est digitalisé autour de nous, mais en fait ce qui me semble essentiel dans la volonté de tout digitaliser, c'est qu'on arrive à stocker énormément de data. Cette data permet la mesure. Et donc l'action. Et l'action. Donc la mesure qui elle-même permet d'y voir plus clair sur des choses qui étaient a priori un peu obscures ou un peu floues par le passé. Où on y allait au doigt mouillé ou à l'intuition. Ouais. Exactement. Alors c'est le fameux gut feeling américain. Voilà. Alors donc je pense que la vraie digitalisation c'est quoi ? C'est sûrement en fait savoir s'entourer justement de données pour prendre des décisions éclairées, mais ne pas oublier ce que va apporter l'expérience. Ce que va apporter la vision, ce que va apporter la conviction. Et sûrement donc le lien entre les deux va se faire autour des objectifs. Et donc c'est sûrement une question sur laquelle on va revenir, c'est la digitalisation, certes. La toute digitalisation, pourquoi pas, mais pourquoi faire surtout ? Je te vois réagir, Samy. Oui, l'élément est clé. Il faut savoir d'abord ce qu'on veut faire. Il faut déjà avoir beaucoup de clarté dans ses objectifs, dans sa vision, dans sa stratégie, et utiliser la digitalisation ensuite en fonction du besoin que l'on peut avoir. Donc se dire sur quel bouton est-ce qu'on va appuyer et utiliser la digitalisation comme un moyen
et non pas comme une finalité, mais comme un moyen de faciliter le chemin vers le client. Vous avez le sentiment que des fois on se trompe de combat dans les boîtes? Si je peux, moi, je ne pense pas qu'on se trompe de combat. Je pense que chacun essaye d'avancer, chacun tâtonne, chacun fait des erreurs et chacun grandit avec ses erreurs. Là où on peut facilement se perdre dans la digitalisation, on a énormément de matière, énormément d'outils à disposition, énormément de data, tu en parlais, Guillaume. C'est ce risque de se noyer dedans. Et le seul élément qui fait qu'on ne se noie pas dedans, c'est de savoir déjà où on a envie d'aller. Et ensuite, on va en tirer le meilleur. Après, à chacun de faire son chemin. Du coup, qu'est-ce qui est le frein aujourd'hui à la digitalisation? C'est le manque de moyens, c'est le manque d'envie, c'est le temps d'adaptation, de compréhension, d'appropriation aux outils. Qu'est-ce qui fait qu'on c'est lent parfois? Juste une petite remarque avant de te répondre, Thomas. Je pense qu'une entreprise qui aujourd'hui entreprend des initiatives de digitalisation ne peut pas se tromper. Je pense que celles qui ne le font pas, en revanche, se trompent. Pourquoi? Parce que l'environnement évolue à toute vitesse et l'environnement, de fait, se digitalise. Donc la question, c'est comment j'aborde cette question-là et comment je la déploie au sein des organisations. En prenant en considération de multiples facteurs, et notamment le facteur donc, humain, le facteur d'adoption, le facteur de process et de démarche, et puis évidemment l'aspect technologique aussi. Donc tu posais la question sur les freins éventuels. Malheureusement, je pense qu'on attaque un peu trop ces questions de digitalisation sous l'angle de la technologie. Et souvent, les projets en fait, de digitalisation échoient à la DSI, donc la direction des systèmes d'information. Et donc cette direction des systèmes d'information va avoir une approche très système, puisque c'est leur métier, c'est leur culture et technologique. On a envie probablement d'avoir une implication des métiers qui soit beaucoup plus importante dans cette démarche de digitalisation, parce que eux savent beaucoup plus leurs priorités et ce qu'ils peuvent gagner de la digitalisation que peut-être des grands systèmes que va exploiter la DSI avec une vision très long terme, donc systémique, donc absolument nécessaire. On sait évidemment que dans la technologie, on a besoin de cohérence à long terme. Mettre en place, faire communiquer des outils, c'est très coûteux et surtout souvent très laborieux. On a besoin de ça. Ça marche pas. Pour parler de laborieux, ça peut aller jusque-là. Oui. Tu me laisses responsable de mes propos? Non, pas du tout. J'aurais des petites anecdotes sur le sujet. Mais tu as raison, je l'ai vécu, effectivement. Et donc il faut à la fois avoir cette vision un peu long terme et à la fois cette vision beaucoup plus court terme, tactique, résoudre les problèmes du moment, les problèmes du budget 2022. Si je rebondis sur ce qu'a dit Guillaume, ça c'est une vision très macro, on a cette chance chez City d'avoir des gens qui sont spécialistes et dédiés à la digitalisation du groupe. Donc effectivement, ça intervient au plus haut niveau de l'entreprise. À mon niveau, c'est plus au niveau marketing, au niveau de la digitalisation des équipes de vente. Et je disais, il y a l'engagement qui peut être un élément. Il y a aussi les situations, les crises. La crise qu'on a Exemple vécue, le Covid. Par exemple, ça a impliqué aussi une digitalisation. Si on parle de la digitalisation de la vente, comment accompagner les vendeurs à évoluer d'une relation qui était de face à face avec les clients à un rééquilibrage ou dans un premier temps 100% digital, utilisation de plateformes comme Teams, Google Meet ou autres. Comment vendre de cette manière-là en s'appropriant ces outils. Donc ça a été une étape importante. Donc la crise, en tout cas, permet l'adoption de nouvelles techniques, nouveaux outils. Je reste sur cet exemple, puis après on rentrera, parce que typiquement, chez Torg, vous avez plusieurs segments de marché, plusieurs produits, et donc ça impose forcément une adaptation au cas par cas. Mais plus généralement, là, tu prenais l'exemple des Google Meet, des Zoom. Enfin, maintenant, je pense qu'on les a au moins tous une fois utilisés là, pendant ces 2 ans qu'on vient de vivre. C'est quoi une bonne utilisation, à part le fait de l'utiliser? C'est-à-dire qu'il faut aussi penser au cadrage, il faut penser à avoir les outils, les argumentaires de vente à partager sur son écran. Enfin, ça va jusqu'où ce qu'il faut mettre en place dans sa boîte pour ses collaborateurs sur les sujets sales et market. Les collaborateurs, là, comme les sales, mais c'est valable pour tout le monde, pour tous les collaborateurs, il faut leur permettre l'appropriation de l'outil. Donc il faut les former, il faut beaucoup de pédagogie,
il faut passer énormément de temps à expliquer déjà l'outil et expliquer les contraintes liées à l'outil. Au-delà de la partie technique, un vendeur, c'est un vendeur, il a sa technique de vente, mais il doit apprendre un nouvel élément, comme tu dis, utiliser un cadrage, éviter peut-être le fond petit chat derrière, voilà, qui aidera peut-être en tout cas à avoir des vues, mais voilà, en tout cas peut-être pas dans l'objectif donné. Donc tous ces éléments-là, utiliser le bon son, avoir les portes fermées, les fenêtres fermées pour éviter d'avoir les voitures qui passent derrière. Oui, ça a l'air des choses évident comme ça, mais en fait, on s'est rendu compte, je pense, pour en avoir fait beaucoup, des fois, c'est criant, le manque de préparation. Voilà, donc là, il y a eu la situation du Covid a permis d'avoir aussi beaucoup de bienveillance, parce que tout le monde devait s'approprier à vitesse rapide de nouveaux outils. Mais pour des outils plus digitaux, si je prends des éléments comme CRM, c'est une véritable éducation et ça doit faire partie du parcours d'apprentissage, d'appropriation de l'outil. Et ça rentre dans la stratégie aussi, dans la stratégie digitale. Il ne faut pas oublier ce temps d'appropriation et d'éducation. Oui, alors, Guillaume. Je veux bien intervenir aussi sur le sujet. Pour la bonne compréhension, je pense, des gens qui nous écoutent, on a bien deux types, à mon sens, de digitalisation dans la partie marketing. Une qui est très liée aux outils internes, donc à la manière dont les sociétés sont digitalisées pour affronter les nouveaux challenges qui leur sont imposés. Et l'autre partie qui est autour de l'acquisition marketing. C'est comment je fais en fait pour faire vivre l'acquisition et le branding évidemment. Comment en fait dans un monde où les audiences sont désormais digitales, j'existe en tant que marque et j'alimente le pipe de mes commerciaux. Donc, dans cette deuxième partie, il me semble que les progrès ont été colossaux sur les dernières années. Il est aujourd'hui évident pour beaucoup d'entreprises B2B, je parle du B2B, d'être présent sur Facebook par exemple, quelque chose qui n'était pas si évident que ça il y a quelques années encore. Donc tout ça, ça fonctionne plutôt bien, on va dire. Globalement, les services marketing se sont équipés de solutions de marketing automation, de routeurs email, ont appréhendé les interfaces de Google, Ads, Facebook. Ça se passe plutôt bien, cette partie-là. J'ai envie de dire que peut-être la vraie digitalisation, elle se passe de l'autre côté. C'est-à-dire, quels sont les impacts de ce monde très digital sur le fonctionnement même de l'entreprise. Alors là où on a probablement beaucoup de progrès aussi qui ont été faits ces dernières années, c'est les boîtes qui ont enfin des CRM. Toutes les sociétés aujourd'hui normalement ont des CRM. On reparlera peut-être Samy de l'usage après du CRM et c'est quand même là l'essentiel. Pour reprendre un peu et rebondir sur ce que tu disais, Samy, la question donc de la vente à distance s'est imposée à nous sur les 2 dernières années. On est arrivé à faire des choses avec plus ou moins de succès, mais on est arrivé effectivement à faire de très belles ventes sur un Team, sur un Zoom, etc. La question, je pense, à se poser maintenant, c'est comment on fait pour aller plus loin. L'étape d'après, c'est quoi? On sait que la vente à distance va perdurer. On ne sait pas très bien dans quelle proportion, selon les métiers, selon les cibles, on ne sait pas très bien, on est dans le flou, mais on sait qu'elle va perdurer. Donc il faut déjà qu'on soit bien meilleur. Il faut que l'expérience en fait, de vente à distance soit largement améliorée. Et de notre côté... Enfin, quand on dit ça, c'est par quoi? Alors, j'y viens, Thomas. Et de l'autre côté, on a la force de vente, en fait, qui a aussi qui a de nouvelles exigences parce que les prospects sont plus éduqués, ont besoin de réponses immédiates, ont besoin de fluidité, de rapidité, d'expérience. Tout le monde veut avoir une belle expérience. Voilà. Si vous leur produisez pas ça, on va avoir des déceptions et du closing qui disparaît. Donc, comment on fait pour que les commerciaux répondent à ces nouvelles exigences de marché? Et là, peut-être on peut aborder de manière extrêmement concrète tout un phénomène qui se déploie avec un peu de retard par rapport aux États-Unis et en France, qui s'appelle le Sales Enablement, qui sont précisément des outils qui vont amener les organisations à produire des expériences de vente clients, des expériences de vente qui sont où on travaille l'excellence digitale de la vente. Tu as évoqué, du coup ça me permet de m'adresser directement à tous ceux qui nous suivent. J'ai oublié de vous le dire en introduction, mais en fin d'échange, on prendra évidemment l'ensemble de vos questions à nos invités autour de cette table.
Je reste avec toi, Guillaume, et je voyais que tu voulais réagir, Samy, mais sur ce Sales Enablement, ça se traduit par quoi? Alors, typiquement, je pense qu'on l'a tous vu, mais on l'a peut-être pas identifié comme tel. Ça permet de faire quoi? C'est quoi une expérience de vente digitale optimum? Alors, le Sales Enablement couvre pas mal de domaines, donc c'est déjà presque, il faut en faire déjà une définition, mais peut-être illustrons ça par un exemple très concret. Souvent dans les sociétés, tu me dis, Samy, si vous avez résolu le problème et comment vous l'avez résolu. On a donc les départements marketing qui sont là pour soutenir les forces de vente, donc qui vont produire du contenu de vente. Et qui vont le stocker quelque part. Et on va toujours avoir des problèmes de versionning, on va toujours avoir des problèmes d'un commercial qui ne sait pas où aller chercher l'info, et c'est vrai qu'elle n'est pas évidente. Alors, tous ces problèmes-là de gestion documentaire de la vente, c'est essentiel. Enfin, tu parlais des versionning. Voilà, donc, ce sont déjà des problématiques. Et après, si on veut aller un peu au-delà, c'est savoir est-ce que mes documents sont utilisés ou pas. Ça, c'est un grand problème aussi des départements marketing. Ils n'ont pas de retour sur les utilisations. Ils font du contenu en essayant de deviner. En fait. Et ces outils de Sales Enablement permettent d'avoir de la data de retour. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'on la regarde longtemps? Le taux de complétion sur les slides, j'imagine. C'est des grands sujets. J'ai pas toute la réponse. En tout cas, effectivement, ce sont des discussions qui nous animent. Il y a juste une chose sur laquelle je voulais revenir. C'est un point que tu as dit donc sur cette approche de vente digitale. Et comment est-ce qu'on accompagne les équipes de vente? Qu'est-ce qu'on leur met à disposition? Dans un parcours de vente, l'équipe de vente va intervenir sur un certain moment, sur un certain temps. Ça dépend aussi de la manière dont on vend. Si on s'adresse chez nous à un client final, tu l'évoquais tout à l'heure, nous avons 5 segments distincts. On peut s'adresser soit à la santé, à l'industrie ou bien... hôtellerie, restauration, bureau, hôpitaux, industrie, ouais. Exactement. Donc on ne s'adresse pas de la même manière à ces gens-là quand on va leur communiquer des éléments en direct, et notre business model est basé sur un business model qui passe par la distribution. Donc on intègre aussi nos distributeurs dans ce processus de mise à disposition d'éléments. Parmi les clients. Exactement, ce sont des clients parmi nos clients. Et nos équipes de vente vont voir aussi ces clients-là. Donc la vente à distance va intervenir sur une partie de la discussion. Donc il faut bien avoir conscience des différents éléments, des différents moments que l'on peut avoir, différents niveaux d'échange que l'on peut avoir dans un moment de vente. Et ce qui fait que la digitalisation va intégrer un instant, mais ne va pas suppléer non plus à la visite directe. Il faut garder aussi cette partie-là, ça a toute son importance dans des moments de vente. Donc l'équipe de vente doit aussi avoir des moments de présence avec les clients pour les accompagner, soit dans certaines négociations, soit même pour former les équipes de vente de nos distributeurs. Donc ça fait partie de ce chemin-là. Voilà. Tu parlais des 5 grands segments que vous adressez aujourd'hui. Bon, pour certains, les besoins en produits ne sont pas les mêmes, mais quand on parle d'un même produit, le message change, la manière de l'adresser change aussi. Oui. Plus que le produit peut être différent selon les différents segments, et la manière d'adresser effectivement ce produit est différente selon que l'on parle à des infirmières hygiénistes ou bien à des restaurateurs. Les deux ont des besoins en hygiène primordiaux, soit d'être dans l'observance de l'hygiène des mains pour une infirmière, ou assurer une expérience client saine pour un restaurateur. Donc forcément, sa problématique ne va pas être la même. Il faut comprendre cette problématique pour lui apporter des solutions et lui apporter une solution qui lui parle. Donc oui, les messages seront différents. Donc, évidemment sur le message et du coup sur les outils qui sont mis à disposition de vos équipes. Est-ce que pareil, il y a une adaptation en fonction des publics qu'on touche? Typiquement, le gérant de l'hôtel-restaurant, c'est peut-être pas les mêmes temps où on s'adresse à lui, ni les mêmes supports. Exactement, on voit lorsqu'on mène des campagnes digitales, lorsque je mets en place par exemple une campagne digitale sur des réseaux sociaux, la manière dont le client final va interagir sur les publications que j'émets peuvent varier du type de support. Soit c'est des fois sur de l'ordinateur fixe, soit c'est sur du portable. Voilà, donc selon la manière dont notre client vit son métier. Un restaurateur est rarement derrière son laptop, par exemple. Donc le mobile, en tout cas, a toute sa place. Et donc là, c'est quoi? C'est SMS, c'est WhatsApp, si on veut mettre de l'image, de la vidéo, c'est... Utiliser des supports sur lesquels il est. Donc si on prend des réseaux, la vidéo parle toujours. En France, la vidéo est un élément qui parle énormément à tous nos clients.
mais ça peut être... voilà. Après, c'est plutôt sur le type de support, le type de médias que l'on va utiliser, avec lesquels nos clients interagissent plus ou moins. Je me suis mis dans mes fiches, faire un gros focus, 2 points, et en majuscule, pas sexy. Alors, c'est évidemment pas je sais pas comment le dire, mais vous êtes sur un sujet, les produits d'hygiène, en B2B. Bon, on imagine que c'est pas sexy. Par contre, c'est nécessaire pour l'ensemble des publics que vous adressez. Mais du coup, en face, j'imagine qu'il y a de la concurrence. Comment se différencier? Comment on va faire de la conversion? Comment on va créer de l'engagement chez des clients, sur des publics que je qualifie moi, mais je sais que tu me diras que c'est pas le cas. Mais comment on crée cet engagement? Comment on crée les contenus et l'approche sales aussi? Bien sûr. La première chose déjà, je te voyais venir gros comme une maison. Dans un sens, les produits que l'on vend, effectivement, ne sont pas la première chose qui vient à l'esprit de nos clients. Donc ça, c'est un point qui est clé. En revanche... On ne se dit pas j'ai besoin de papier toilette ou de lingettes ou de produits nettoyants parce que je lance mon resto. On va penser à sa carte. Voilà. On va bien sûr. Si je pense à un environnement industriel, la vocation d'une usine, c'est le rêve de l'industriel, c'est de tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non-stop. Ils ont des besoins de maintenance, des fois. Et c'est là où on va rentrer en ligne de compte. Donc, ils vont avoir besoin de nos produits. Ce sont des produits nécessaires. Mais ce ne sont pas ceux qui viennent en premier lieu. En tout cas, lorsqu'ils vont évoquer leur métier, ce n'est pas ce qui arrive en premier lieu. Donc voilà. Et la manière dont on va s'adresser à ces différentes cibles est bien évidemment en fonction des problématiques qu'ils rencontrent, parce que nous sommes là pour apporter des solutions d'hygiène ou de maintenance à nos clients. Donc gros focus produit, gros focus expertise. Grosse focus expertise, nous menons énormément d'études pour connaître nos clients, pour les comprendre, pour savoir comment ils vivent leur métier, pour en fonction de ça, savoir améliorer leur quotidien. Et c'est là-dessus qu'on intervient, avec des solutions d'hygiène évidemment. Notre métier, c'est d'élever les standards d'hygiène et améliorer la vie, ou en tout cas la manière dont travaillent nos clients. Sur cette réflexion autour de la communication, du marketing et des sales spécifiques en B2B, vous vous accompagnez encore une fois chez Infoprodigital un certain nombre de marques, pas que des B2B d'ailleurs, mais aussi en B2B. Vous voyez que ça se déporte, ça se transporte, ça se change. Alors nous, on va donc intervenir plutôt sur la partie que je décrivais tout à l'heure, qui est la partie visibilité, branding et génération de leads, et assurer la présence sur les supports digitaux du message de marque, ce que vient de faire très bien Samy pour parler de sa marque. Mais il y a encore 20 ans, en B2B, on le faisait peu. Enfin, c'était pas dans l'imaginaire. On investissait peu sur le market. Et on le faisait peu, on le fait de plus en plus. Mais on a probablement une digitalisation qui arrivera, qui ne va pas aller jusqu'au bout de ce qu'on peut connaître en B2C, par exemple, où on a des processus d'acquisition clients qui sont digitalisés à peut-être à 95%. On a quand même de gros events pour des belles marques physiques, parce qu'il y a justement ce besoin d'ancrage, mais on est quand même très très loin. En B2B, traditionnellement, quand même, le B2B, c'est quand même le salon. Quand même le salon, c'est le séminaire, c'est la matinée, c'est le déjeuner. Donc on vient de là. C'est le papier, évidemment, on en sait quelque chose chez Infopro, avec toutes les marques sectorielles que l'on a. Et donc la question, c'est de savoir en B2B jusqu'où va aller ce niveau de digitalisation, et comment va-t-il en fait entrer en complémentarité avec des choses beaucoup plus physiques. Et on a donc quelques illustrations avec ces 2 dernières années où un événement en fait B2B, pour la plupart d'entre eux, n'était pas filmé. Aujourd'hui, un événement B2B qui n'est pas filmé, on se pose presque la question de savoir qui est l'organisateur. Comment cela se fait-il? On a aussi dans la presse, donc sur les publicités, de plus en plus de QR codes qui sont apparus. Les 2 dernières années, à force de scanner des QR codes dans les restos, on pouvait y aller,
on a pris l'habitude beaucoup plus qu'avant en fait d'adopter le QR code. Il y a 4-5 ans, quand on mettait un QR code, on avait presque de se moquer. Enfin, et aujourd'hui, c'est devenu... C'est absolument hallucinant en fait l'histoire du QR code. Donc le QR code est redevenu à la mode, c'est assez fabuleux. Donc le QR code évidemment qui fait le lien parfait entre le monde physique et le monde digital. Un autre exemple aussi de digitalisation de monde qui ne l'était pas, donc tout le monde de ce qu'on appelle le DOOH, donc tout ce qui est affichage dans la rue, donc des panneaux d'affichage digitaux, donc on voit de plus en plus dans les aéroports, dans le métro, mais aussi maintenant des 4x3 digitaux qui apparaissent. Donc ça c'est aussi une autre manière d'aborder la pub dans la rue. On a vraiment des... Et puis évidemment la radio aussi, la radio qui se digitalise, la télé la télé segmentée. Tous les médias ont aujourd'hui une solution digitale. Pardon, je te coupe, tu évoquais, parce que je pense que ça parlera forcément à tous ceux qui nous regardent, ces événements qui sont digitalisés. Il y a eu à boire et à manger. Entre ceux, tu disais, qui ne faisaient pas du tout de vidéo, ceux qui sont digitalisés, mais en fait, moi, à part rester derrière ton écran, tu as quand même peu d'interaction, ou c'est des conférences qui n'amenaient pas justement à l'interaction avec les publics, pas de possibilité d'avoir du one-to-one, et c'est aussi ce qu'on va chercher quand même quand on fait un événement professionnel. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué, il y a quelques très beaux exemples aussi qu'on a pu observer. Et beaucoup de très mauvais. Oui, les deux, à boire et à manger, ouais. Ce que l'on sait avec une grande certitude, c'est que le fait de retransmettre en direct des événements permet d'avoir un reach supplémentaire. Très important. Oui, même de gens qui ne seraient pas venus de base, tout à fait. Donc, bien sûr. Donc c'est un peu la revanche des régions sur Paris. On peut enfin, en fait, depuis son domicile à Aix-en-Provence, regarder et avoir accès à du contenu qui est tout aussi qualitatif que celui qui habite dans le 2e à Paris. Bon. Donc ça, c'est quand même un gros progrès et ça permet en fait d'avoir des taux d'audience qui sont doublés, voire même quintuplés. On peut prendre l'exemple de Vivatech, où du coup c'est même une audience qui est mondiale, mais avec une réappropriation des contenus. Tu as tout à fait raison, Thomas. Donc, je parlais des régions. Et effectivement, un cran au-delà, c'est d'arriver quand même à amortir ses coûts sur de l'international. Donc là, il y a la question de la frontière. Est-ce qu'on peut encore parler d'exportation aujourd'hui? En fait, finalement, on est dans un monde global. Donc, je fais un webinaire, il peut être retransmis dans toute l'Europe, dans le monde entier. C'est le même coût. Donc il y a ça. Ce que l'on sait aussi, c'est que ça ne remplacera jamais. Alors, moi, tout ce que j'ai pu observer, et on a fait quand même pas mal de tests dans le groupe, de mise en relation de one-to-one, d'espèce de mini-pitch, de salles fermées, ça a beaucoup de mal à fonctionner. Ça a beaucoup de mal à fonctionner. Donc je pense que... Parce qu'il manque quoi? Parce que... Alors, je dis... Ton sentiment, en tout cas. Oui. Il manque la métaverse, en fait. Non, je pense qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose qui fait que c'est trop froid. On est sur. Je rentre dans une salle, mais en fait je rentre pas dans une salle en fait véritablement. J'appuie sur un bouton. On appelle ça salle, mais bon. Alors donc, je pense que on marche d'un point A à un point B, oui, en fait, peut-être qu'il est très constructeur. Donc moi je n'y crois pas tel que c'est aujourd'hui, je n'y crois pas. En revanche c'est vrai que les promesses du Web3, c'est quand même ça, ça peut passer par de la réalité augmentée, ça peut passer par des hologrammes, ça peut passer par des choses qui peut-être vont rendre le sentiment de rencontrer quelqu'un plus plausible. Oui, merci. Là, t'as voulu réagir, c'est à pas mal de moments. Bien sûr. Non, tu as dit beaucoup de choses qui étaient très bien. À la fois le QR code, c'est fabuleux. Avec Tor, la marque Tor, quand on communiquait en 2013, on mettait des QR codes sur les pages de pub avec un taux de clic qui était ridicule. Mais on était déjà dans cette initiative et ça fonctionnait tellement peu qu'on a arrêté de le faire. Donc, le Covid a permis à la fois le Covid, parce que là il y avait besoin de ne plus toucher d'éléments physiques, donc digitalisation, et la technologie aussi. Utiliser simplement l'appareil photo de son téléphone plutôt que d'avoir une application pour pouvoir le faire. Personne n'utilisait d'application. En revanche, utiliser son appareil photo, tout le monde le fait. Donc ça a facilité, démocratisé cette digitalisation. Et là, on revient au-delà de l'outil. Effectivement, tu en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on met derrière? Typiquement, je scanne un de vos QR codes. J'ai quoi? J'ai la notice d'utilisation. J'ai les mots de la bouche. Pardon. Mais j'essaie de projeter. Comme quoi, c'était bien. Effectivement, tout ça n'a de sens que si on a du contenu. Et ce contenu, c'est
du contenu qui doit parler au client. Alors ça semble un peu tarte à la crème, comme ça, mais c'est vraiment la connaissance de nos clients, savoir ce dont ils ont besoin. Certains, ça va être un besoin de fiches techniques. Je veux dire simplement, c'est pas réducteur. C'est nécessaire, bien sûr. Voilà, ça peut être un besoin de fiches techniques. D'autres, ça va être besoin de contenu plus aspirationnel ou plus d'environnement, comprendre ce que les autres ont fait. L'exemple, pendant le Covid, les restaurateurs avaient besoin de savoir comment fonctionner quand on était en pleine fermeture, en pleine incertitude. Donc, nous avons fourni du contenu sur notre site à ce sujet. Ouais. C'est un exemple. Donc voilà, donc le QR code permet de véhiculer le message et de mener du client ou une personne intéressée vers ce contenu. Et ce contenu est important. Et je voulais revenir, je me demandais quand est-ce que le métaverse allait apparaître dans la discussion. Mais effectivement, pour redire, est-ce qu'on va vers une véritable digitalisation? Est-ce que on va l'atteindre en 2022? Il y a d'autres éléments qui se profilent à l'horizon. Et le métaverse en est un. Sous quelle forme, on ne sait pas encore. Puis quels enjeux aussi d'un point de vue citoyenneté? Enfin, ça pose d'autres questions au-delà du. On n'en est pas encore là, mais voilà, c'est pour dire que, pour répondre à la première question qui était pourquoi je dis nous n'y sommes pas et on n'y sera peut-être pas, c'est que c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement. Ok, vous dites métaverse, moi je dis Amazon. Ça vous va? Non, tu évoquais tout à l'heure, Samy, le fait que vous passiez par des distributeurs. Amazon est l'un de ces distributeurs. Donc ça marche aussi en B2B. Et moi, je serais curieux de savoir, sur tout ce que vous faites aujourd'hui pour digitaliser votre relation, votre marketing, vos sales, avec ce public qui est spécifique, celui des distributeurs physiques, mais aussi celui des distributeurs pure players digitaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez en place? Je te laisse à peine le temps de prendre une gorgée, mais la parole est à toi. Merci. Nos distributeurs ont chacun leur particularité, qu'ils soient en distributeur généraliste, que ce soit des distributeurs spécialistes, on va dire traditionnels ou digitaux, ou parfois même les deux. Certains s'approprient les deux. Les deux circulent, les deux manières de véhiculer, de faire leur vente. Eh bien, c'est s'adapter aussi à eux, être capable de leur proposer du contenu, que ce soit du contenu physique, pour aider leur propre équipe de vente, s'ils en ont, à mieux vendre. Leur proposer de manière physique, la brochure existe encore, le catalogue papier est toujours présent. C'est revenu mieux que le QR code. Et en tout cas, il trouve aussi sa définition sur notre site en version digitale. Et avec du contenu digital derrière. Et ce contenu digital est aussi proposé et mis à disposition via différentes plateformes, des extranets, sur lesquels nos distributeurs peuvent récupérer des ressources digitales pour vendre. Ça peut être sur du traditionnel. Mais des gens qui sont des pure players en digital vont avoir besoin de contenu. Ils ont des boutiques aussi de marques à l'intérieur qu'il faut nourrir en contenu. En vidéo, en photo, en littérature, en littérature générale, bien sûr. Et tout ça pour arriver derrière avec, bien sûr, les bonnes images produits, les bonnes définitions des produits avec les spécifications, et ensuite les possibilités d'acheter. Parce que n'oublions pas, le marketing, c'est aussi acheter. Tu parles d'achat, du coup, c'est pas qu'une guerre des prix en ligne. C'est aussi une guerre de contenu vis-à-vis de la concurrence. Où le prix, quand même, parce qu'on parle de marketing et de sales, reste quand même l'élément... Le prix est une variable qui rentrera de toute façon en ligne de compte de tout acte d'achat, quel qu'il soit. Après, en tout cas, le parti que l'on prend chez Torc, c'est d'avoir en tout cas une réponse à des besoins, une compréhension du marché de nos clients, qui va jusqu'au bout de leurs problématiques et en tout cas de les accompagner dans la manière de trouver des solutions. C'est un vrai sujet quand même d'engager des vendeurs qui ne sont pas en interne à la boîte. Les distributeurs ont leurs propres vendeurs, vous n'êtes pas en lien direct toujours avec le client. D'ailleurs, on ne récolte pas toujours la data des clients finaux selon les distributeurs. Et en plus, il faut incentiver, j'imagine, ces distributeurs. Ça marche comment? Parce qu'on a beaucoup de jeunes boîtes qui se lancent, qui se disent, qui font le pari des pure players pour plein de bonnes raisons, mais aussi avec des fois des limites. Quels conseils on peut leur donner? Moi, je ne connais pas leur business model. Donc après, c'est à chacun son business model et chaque business model doit trouver son chemin pour toucher son client. Chez City et avec Torc, on a différents chemins. Historiquement, avec des partenaires, des distributeurs,
avec qui on travaille et qu'on accompagne. On va les accompagner en leur mettant des outils à disposition et nous avons des équipes qui sont dédiées à ça, des équipes Customer Marketing, qui elles vont vraiment dédier leur temps à aider, à améliorer, à aider en tout cas les distributeurs dans la manière de vendre Torque. Voilà. Et ça peut être effectivement via des incentives, via même la mise à disposition d'outils et de ressources de vente. Guillaume? Oui. Donc ça c'est la question donc de la vente, ouais. hein, la question de la vente. Est-ce que je vends en direct? Est-ce que je vends à travers des intermédiaires? Elle est totalement essentielle pour une société. Hein. Et donc la question c'est de savoir sur qui je repose et donc dans un monde digital comment j'installe tout ça. Vous m'aviez évoqué quand on avait préparé cet échange d'aller quand même jusqu'à ce que le client final puisse faire son achat presque en toute autonomie. Alors il y a la tentation pour beaucoup de fabricants, d'industriels, de se dire tiens, finalement la bonne idée c'est je fabrique des baignoires, la bonne idée c'est de ne pas passer par Leroy Merlin, parce que quand je passe par Leroy Merlin, chaque fois que je vends une baignoire fabriquée en France, je perds 50 €. Alors que ces 50 € finalement, si j'avais une vente directe, je les récupérerais assez facilement, voire même je ferais 150 € de marge. Voilà. Une problématique que je décris, qui est une problématique réelle, puisque j'avais un ami qui était patron d'une boîte de sanitaire. Bon, ce qui est sûrement sous-estimé là-dedans, c'est que c'est une belle idée, mais la création en fait, d'un canal direct est extrêmement compliquée en réalité. Bon. Donc le revendeur peut être quand même une bonne solution. Et donc la question c'est de savoir comment je digitalise ma relation avec mon revendeur, comment mon revendeur lui-même se digitalise. C'est ce que tu décrivais très très bien, Samy, et il faut aller au bon rythme. C'est pas parce que j'ai un revendeur qui n'est pas digitalisé qu'il faut que... Donc c'est ça pour moi aussi, savoir se digitaliser intelligemment, c'est-à-dire savoir aller très très vite avec des gens qui sont donc, typiquement, donc on parlait d'Amazon, ou des pure players qui vont distribuer des produits sanitaires, donc savoir être au diapason, parce que c'est des gens qui vont être très exigeants, ils vont nous tirer plutôt vers le haut généralement au niveau des fabricants. Il faut savoir répondre, et puis en même temps savoir accompagner des gens qui ont des beaucoup plus traditionnels, mais qui en termes de chiffre d'affaires sont extrêmement bien installés, et qui ont des contrats qui vont perdurer. Hein. Et donc comment j'utilise en fait mes outils digitaux et mon savoir-faire digitaux pour infuser une culture digitale qui, in fine, est quand même essentielle, hein, parce que les clients vont acheter de plus en plus et vont avoir des attentes de comme tu le décrivais très bien, de contenu marketing beaucoup plus sophistiqué que ce qu'ils ont eu jusqu'à présent. Et je termine, Thomas, avant de te redonner la parole, parce que je vois que tu t'impatientes. Non, je regarde les messages également de l'audience. J'en profite. Ce à quoi ça me fait penser. Donc c'est ce phénomène en fait que l'on a dans le B2C aujourd'hui qui est colossal, qui est donc le retail média, c'est-à-dire comment aujourd'hui les grands marchands ont accumulé une telle audience et ont tellement de difficultés à faire de la marge sur la vente en tant que telle qu'ils deviennent eux-mêmes médias. Donc c'est une source de revenus supplémentaire pour eux. Donc à titre d'illustration, une boîte comme Uber, qui ne cesse en fait de chercher son business model pour gagner de l'argent, a décidé de devenir aussi un média. Donc ils vont revêtir leur voiture en fait de publicité. Ils ont déjà ouvert leur plateforme de Uber Eats par exemple. Et donc c'est déjà plus de 100 millions de dollars sur les 12 derniers mois. C'est absolument colossal pour une boîte comme Uber, et en l'espace de quelques mois. Donc on a ce phénomène donc de transfert de tous les budgets PLV de grande distribution sur le web, ce qu'on appelle le retail média. Hein. Donc la question c'est de savoir en fait comment des gens comme Samy vont animer à travers le digital, leur canal de distribution, là où par le passé, ils leur apportent peut-être de la PLV, ils les aidaient à plein de choses, ils les animaient. Donc comment ça se traduit tout ça, in fine? Comment ça se traduit tout ça, in fine, Samy? Avec une direction, avec de la clarté déjà, de se dire, voilà la cible que je souhaite avoir, à qui je souhaite apporter mon savoir et mes produits. Et ensuite, c'est intégrer ce tunnel d'acquisition client qui va intervenir à la fois de la notoriété, donc du moment le plus haut, sur lequel on va utiliser différents outils et où la marque Torque va être très impliquée pour faire valoir sa marque, ses valeurs, et emmener le client à travers tout un processus qui va être la considération, l'action, l'engagement, l'action,
pour pouvoir ensuite récupérer un lead marketing qualifié qui va être transmis au vendeur. Donc ensuite, avec l'intégration même de ce lead dans nos circuits, dans nos CRM. On y revient. Exactement. Et aussi intégrer nos distributeurs qui ont des plateformes qui peuvent utiliser aussi la communication. Les professionnels le font aussi, les pure players aussi, et ont ces plateformes de communication et interviennent à d'autres niveaux. Peut-être plus bas dans le niveau du tunnel d'acquisition, aussi sur de la notoriété, mais eux ont une notoriété et les clients de ces plateformes font aussi confiance à cette plateforme. Donc s'ils recommandent une marque ou mettent en avant un produit, eh bien, ils vont le suivre et il va falloir nourrir aussi, éduquer ou informer ce client sur cette plateforme de ce qu'est la marque et lui permettre aussi d'aller jusque l'achat avec des boutons, le fameux bouton Buy Now, acheter maintenant, voilà, qui est là. Et bien justement, tu parles de sujets très actionnables, on va poursuivre. C'est quoi vos outils magiques de la notoriété jusqu'à la rétention quand on parle de digitalisation? Voilà, on peut balancer des noms, il n'y a pas de sujet. Je commence. Qui veut commencer? Alors, en ce qui nous concerne, ma recommandation serait pour les sociétés qui n'en ont pas encore de s'équiper d'un CRM en tout premier lieu. Ça, c'est le stack de base. Voilà, ça me semble être un peu l'essentiel pour bien harmoniser, aligner, stocker, rendre disponibles les informations en temps réel. À condition que tout le monde remplisse bien le CRM avec les cases. Partons du principe que tout le monde fait bien ce qu'il faut et a reçu les bonnes instructions pour bien remplir correctement. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quand même quelqu'un qui va vérifier que tout est aligné en interne. Je peux rebondir dessus. Ouais. Je vais juste revenir sur cette partie très précise. C'est un chemin. Donc ça fait partie du parcours initiatique ou du parcours de formation aussi des équipes. Il faut les amener à aller au début, on n'a pas un contenu qui est complet, on doit avoir ce chemin-là. Donc ça fait partie, effectivement, le CRM est nécessaire et primordial, aujourd'hui en tout cas, mais il faut accompagner les équipes et leur donner le sens de pourquoi il doit être bien renseigné. Voilà, parce que ce qui est mal renseigné ressortira mal à la fin. Oui. Donc, et ce qui est bien est bien. Surtout ensuite, si on veut automatiser la personnalisation de messages. Par exemple, ça peut être embêtant. Exactement. Pardon Guillaume, je reste sur les outils magiques. Donc le CRM, donc nous on a fait le choix de Salesforce sans beaucoup d'originalité, mais c'est un outil qui fait ses preuves et qui permet d'avoir tout un framework après qui peut accueillir plein d'autres choses. À titre d'illustration, on gère toute la partie Customer Success nous, sur un module de Salesforce, qui est une boîte en fait, qui a été rachetée par Salesforce, qui s'appelle Quip. En tout cas, ça permet d'accueillir plein d'autres choses. Oui. Ensuite, parce que ça peut aller jusqu'à la Ferrari, enfin, si on fait une comparaison. Oui, Salesforce, je crois que tu es sur Microsoft Dynamics. Généralement, en B2B en particulier, il y a toujours aussi un outil de marketing automation. Donc, ces outils qui permettent d'aller chercher du lead froid, de le nurturer, d'automatiser ses séquences d'emailing. Voilà, c'est-à-dire de le nurturer, c'est-à-dire de comment j'arrive en fait à passer à une poignée de main qui pourrait être un peu une ouverture sur un premier contenu à une caresse dans le dos. Ou une poignée de main encore, mais pour signer le contrat. Voilà, une autre poignée de main avec le stylo avec. Ou le clic avec, parce que la signature est digitale. Vous êtes très amicaux chez Digital. Donc voilà, ça c'est des outils qui sont extrêmement structurants pour des sociétés, donc qui vont sûrement passer par les DSI, comme on disait tout à l'heure. Après, il y a des outils qui sont peut-être où on est plus dans l'esprit de l'agilité. Il y a des petits besoins. Quel est le meilleur outil tactique. Voilà, des outils tactiques. Quel est le meilleur outil? Donc, nous, à titre d'illustration aussi, pour être très concret, on utilise une solution qui s'appelle Sigillium, qui nous a permis de déployer sur les signatures de mail, qui nous a permis de déployer. Alors, de déployer très rapidement en fait une signature de mail harmonisée et efficace, sur laquelle on fait passer des messages qui sont unifiés. On utilise une autre société aussi pour recueillir les testimonials, donc les témoignages clients, qui s'appelle Trustfolio. Bonjour à Thomas Nanterne. Voilà, le bonjour à Thomas. Donc, ce sont des solutions qui sont très efficaces pour résoudre des pain points très particuliers, mais qui font partie justement de l'encadrement par des solutions et de la digitalisation. On reste sur les outils.
Oui, sur les outils, les outils sont des outils avec une vocation de pouvoir véhiculer le message qu'on souhaite donner. Souvent chez Torque, c'est soit on véhicule une campagne d'information ou de données ou qu'on appelle nous une campagne auprès de nos clients, parfois distributeurs et end customer, utilisateurs produits. Donc ça, on va utiliser différents canaux, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit ensuite pour être intégré ou parfois d'achat de fichiers que l'on va intégrer ensuite dans notre CRM pour toujours, comme on disait, pour nourrir cette base de données, pouvoir interagir avec le client. Et il y a d'autres outils, comme on a un outil qui s'appelle Torque Easy Order, qui est un extranet qui permet à certains clients de pouvoir passer directement sur notre plateforme, notre site internet, pour passer des commandes. Justement, l'achat en autonomie, quoi. L'achat en autonomie, mais toujours, accompagné. Ce sont des distributeurs, c'est-à-dire là, ce sont des distributeurs qui peuvent acheter aussi, qui n'atteignent pas l'habituel franco, en passant par notre service client, donc voilà, qui leur permet d'accéder aussi via le digital aussi aux produits. Bon, j'entends bien de toute manière de vos deux propos qu'il y a les outils et que ça ne reste que des outils, que le sujet c'est le message, le sens et l'ambition et l'objectif qu'on met derrière. Du coup, peut-être rapidement avant qu'on passe à la séquence suivante, en 2 mots, avant de vouloir tout digitaliser, quelles sont les 2-3 questions à se poser? Moi, l'une des premières, c'est de se dire déjà bien comprendre qui est son client. Des entreprises comme City et comme Marc Torque connaissent ses clients, mais on continue toujours d'étudier ses clients pour savoir toujours comment leurs besoins évoluent. Donc ça, c'est vraiment un point qui est nécessaire. Il faut connaître ses clients et en fonction de ses besoins et des besoins qu'il va identifier, que l'on aura identifié, à ce moment-là, on va trouver les outils qui sont nécessaires pour essayer de rendre la communication et le message qu'on souhaite leur donner ou nos produits de la manière le plus fluide possible, en intégrant nos distributeurs et nos vendeurs aussi. La réponse à ma question en 3 questions à se poser. Un outil n'est qu'une carafe finalement, donc on peut y mettre du jus d'orange, on peut y mettre de l'eau, on peut y mettre du vin. Donc c'est vraiment savoir à l'avance en fait ce qu'on a envie de faire. L'outil ne fera finalement que ce qu'on lui dit de faire. Donc premièrement, quelle est sa stratégie? Je reviens sur Samy aussi, le point essentiel, c'est qu'on se pose jamais assez. Quel est mon client? Quels sont mes personas? Quels sont leurs pain points? Voilà, quelle est ma valeur par rapport aux pain points qu'on a identifiés. Ouais. Et puis derrière, après, les outils fonctionnent bien. On a une richesse, il y a trop d'outils. Hein, donc après, c'est moi mon conseil, ça serait de veiller à là aussi de manière obsessionnelle à rendre les choses simples et à garder des choses simples. C'est très difficile pour un commercial d'avoir tous les 2 mois un nouvel outil qui apparaît, un nouveau login. C'est beaucoup trop compliqué. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, toujours avoir en tête son utilisateur final en interne. C'est le commercial. Il a plein de choses à faire. Donc, il faut en prendre soin. Et donc, tous les choix doivent être faits autour de la simplicité pour ce client interne. Eh bien, messieurs, de manière très simple, je vais vous proposer de partager vos fails, c'est un grand mot, respectifs, mais en tout cas qui ont été riches d'apprentissage sur les sujets qu'on aborde ensemble. C'est tout de suite l'épicé pimenté. Je vous ai demandé de l'épicé et du pimenté, donc j'attends des fails à la hauteur de mes annonces. Qui veut commencer? Samy, allez. Allez, je commence. Moi, j'ai oui, on parlait tout à l'heure d'un programme de fidélité à destination de nos distributeurs. On est en 2014. Donc un programme que j'avais imaginé, en tout cas que j'ai mis en place, mais qui était basé sur l'utilisation du smartphone et de l'interaction avec la communication entre le téléphone et la base de données pour renseigner des informations. Et on était peut-être précurseur dans le domaine. Peut-être trop du coup, à ce que j'entends. Peut-être trop, en tout cas je n'ai pas eu la volumétrie, en tout cas l'adoption souhaitée. Et effectivement, on est repassé par une étape peut-être intermédiaire
en tout cas peut-être un pas en arrière avant aujourd'hui d'utiliser ces outils. Mais effectivement, on était peut-être un petit peu trop, et la raison, et je le disais, c'est pour ça que je le disais, c'est vraiment une leçon apprise. Il faut vraiment accompagner les équipes dans cet apprentissage, dans cette appropriation des outils. Quand on est sur du digital, il y a vraiment un chemin d'éducation, d'accompagnement. On a très vite ce qu'on appelle les early adopters, mais on a cette espèce de gap à chaque fois pour avoir on va dire ce déploiement complet. Et c'est vraiment cette partie-là qu'il faut savoir accompagner. Et en tout cas sur cet outil, voilà, qui a eu besoin d'un petit peu de temps, donc de faire un pas en arrière. Donc il y avait ce sujet d'acculturation, tu me parlais de passer du téléphone, il y avait un sujet sur l'outil aussi, c'était quoi? C'était l'utilisation de l'outil, de ce qu'on pouvait en faire. Il fallait utiliser l'outil, renseigner un certain nombre d'informations par rapport aux ventes qui étaient réalisées du smartphone directement sur la plateforme. Donc équiper les gens, ou que les gens téléchargent l'application ou se loguent. On disait les logins, c'est quelque chose qui est compliqué quand on en a trop. On était aux prémices, donc c'était encore quelque chose qui était... les gens n'avaient même pas encore cette habitude-là. Et effectivement, ça semblait encore... l'appropriation du smartphone n'était pas là dans le monde B2B. Je me permets une remarque, je pense qu'on a tous vécu, mais qui existe encore aujourd'hui. Hein. Tu parlais de 2014, on est en 2022, mais quand tu fais mot de passe oublié après avoir renseigné ton email, tu as encore des sites sur lesquels il faut à nouveau réécrire ton email, ce qui est juste infernal en termes d'expérience. Pardon, c'était mon petit coup de... Guillaume. Oui, très intéressant ta remarque, Thomas, sur... On a eu beaucoup de mal à... Non, mais ça m'énerve. Bon, private joke. Alors, un fail, moi, je peux vous parler de notre programme, enfin, en tout cas, de la vie, dans la vie de ce programme de génération de leads que l'on a, qui est une aventure, hein, donc, sur laquelle on apprend au quotidien. Quelque chose que l'on a appris, c'était que... on a voulu trop automatiser un certain nombre de choses. Donc on a donc plein d'outils, on a des problématiques à résoudre, et la réponse était souvent technologique, à dire bah tiens, oui, si on crée un pont entre ça et ça, du coup ça sera plus juste, ça sera automatique, ça va se mettre à jour automatiquement. Ce qui sur le papier est idéal. Et ce qui est tout à fait vrai, hein, tout à fait vrai. Seulement, on a toujours tendance à sous-estimer ce que ça implique. Donc ça veut dire que si on veut commencer à automatiser, il faut déjà créer un cahier des besoins qui va devenir le cahier des charges, qui va passer aux gens en charge, qui vont eux-mêmes passer du temps à analyser, à proposer d'autres options. Oui, et puis en plus, des fois, la réalité est très loin de ce qu'on a pu... Et donc, donc moi, mon message... Donc du coup, moi, j'ai passé du temps en fait, à sortir de ces schémas trop idéaux, en fait, hein, et de dire, mais en fait, on va le faire à la main. On va le faire à la main, ça sera peut-être un peu moins juste, mais je vous promets que d'ici 2 heures, on aura la réponse. Et puis si effectivement il n'y a pas de récurrence, parce que c'est one shot, donc on le fera 2 mois plus tard, mais ça sera que 2 heures. Alors évidemment, si 2 heures, on se dit, mais en fait, on n'aura plus de productivité. Mais c'est vrai sans être vrai. Donc, moi, ma recommandation... Il faut trouver l'équilibre entre le temps passé, l'énergie consacrée. Tout à fait. Ouais, ce que je constate, c'est qu'il y a une espèce de fascination pour les outils, et il y a une espèce à un moment donné, de paresse intellectuelle, en fait, à remettre en cause le fait qu'il n'y a que l'outil et l'outil, parce que finalement, on l'a acheté, donc il faut passer par l'outil. Ben non. En fait, il faut toujours avoir ce recul pour dire qu'est-ce que je dois automatiser, est-ce que j'ai assez d'expérience pour savoir comment définir l'automatisation. Et donc voilà, donc finalement en fait mon message c'est de dire la technologie c'est bien, gardons la tête froide, ayons du recul par rapport à ce que peut apporter la technologie. Messieurs, j'ai mis mon grain de sel en partageant ce petit énervement personnel avec ces emails qui vous sont redemandés. Je vous propose de découvrir le grain de sel, la question d'une personne de l'écosystème qui va s'adresser à vous dans quelques instants. Et c'est donc le grain de sel de Mehdi Kellas qui vous est proposé. Il est Corporate Account Executive chez Showpad. Je vous propose, en fait, plutôt que
vous annoncer sa question, c'est de l'écouter directement. Bonjour à tous. Les 2 années passées ont fortement impacté le B2B et l'ont obligé à complètement se transformer. On voit bien que ça ne se limite plus à la façon de travailler des équipes marketing et vente, mais aussi la façon de se différencier avec des expériences engageantes envers les acheteurs. Dans ce contexte, je serais très curieux de savoir comment garantir que les équipes go-to-market soient totalement alignées pour répondre à des acheteurs de plus en plus exigeants. Et messieurs, qui se lance? J'y vais. Mehdi. J'y vais. Je vais répondre à Mehdi. En tout cas, je vais donner ma vision à Mehdi. Voilà, je pense que, on le voit, on a affaire à des hommes, à des êtres humains en tout cas. Et l'une des choses, pour engager les gens, il faut déjà être très clair dans ce qu'on veut faire. Donc, j'en parlais précédemment, de la clarté dans l'objectif, dans là où on souhaite aller. Ça, c'est un premier élément. Partager cette vision le plus possible, ce que l'on fait énormément chez City et chez Torque. On partage beaucoup, la vision de notre marque. 2, selon les segments, nous avons des roadmaps qui sont très clairs, avec des messages et de la matière qui est très, très claire et partagée à toutes les équipes. Donc, que ce soit les équipes marketing, qui est cascadé ensuite aux équipes de vente, où on intègre aussi les différents services, comme le service client et le controlling aussi, entre autres. Voilà, donc ça c'est un premier point, déjà montrer cette clarté, et ensuite lorsque l'on a des outils, eh bien les partager lors de réunions physiques, digitales, les mettre à disposition sur les différents réseaux et supports, et avoir des équipes qui sont là pour accompagner les différents besoins, les différents clients internes et externes. Si je vais de nos clients extérieurs, distributeurs, eh bien, nous avons nos vendeurs qui sont là pour les accompagner, l'équipe Customer Marketing qui parle aux équipes marketing de nos distributeurs, les équipes d'activation de la marque et activation e-commerce qui vont parler aussi aux différentes équipes vente internes. Et voilà, et on remonte la chaîne comme ça depuis le début, depuis la source de l'idée. Celui qui conçoit un matériel va le partager ensuite dans différents forums et aux différentes parties. Guillaume. Moi, ce que je dirais qu'effectivement, l'alignement marketing-vente est un sujet qu'on aborde très souvent sous l'angle de la génération de leads, mais plus globalement, en fait, je pense que la question de Mehdi porte sur le message commercial. Oui, il y a des enjeux avec 2 ans de Covid, travail à distance, donc il faut quand même je pense constater que des silos se sont créés, donc se sont étanchéifiés presque, j'ai envie de dire. Donc on a vraiment la nécessité de repartager, de se réaligner. On a des clients qui sont plus exigeants. Et donc il faut vraiment que les départements marketing se positionnent en soutien face à des enjeux commerciaux qui sont complexes. Donc le département marketing doit apporter la bonne information au bon moment, les contenus les plus pertinents, parce que ce commercial a une tâche qui est sûrement qui est un défi, un plus grand défi peut-être que sur les années passées, à cause de toute cette digitalisation. Je vois l'heure qui tourne, je voudrais quand même prendre 1 ou 2 questions qu'on m'a fait passer. On va donc passer au fromage et au dessert. Je lis la petite fiche qu'on m'a fait passer. J'essaye de digitaliser au maximum mon approche market, mais mon board ne me suit pas. Quel conseil? Cette question, c'est Mélanie qui la pose. Qu'est-ce qu'on dit à son board? Il faut lui parler ROI. Il faut lui parler son langage, il faut parler ROI, effectivement. Il faut commencer par des choses simples, des choses qui sont... De toute façon, la digitalisation, c'est un outil qui améliore la performance. On l'a vu, il y a des exemples très concrets, avec la limite de ne pas se perdre dedans. Donc effectivement, se donner des premières étapes claires, avec des retours sur investissement qui sont identifiés, célébrer ses succès aussi, les partager. Avant de les mettre en place, on peut imaginer des critères
d'analyse, on n'est pas capable de projeter forcément un résultat, à part le faire là pour Non. le coup au doigt mouillé, à moins de mettre en place un outil qui permet de définir le résultat des autres outils. Voilà. Ouais. Il y a des outils qui permettent en tout cas de donner une certaine perspective. Il y a ensuite, bien évidemment, proposer le plan, travailler le plan par rapport à l'objectif de l'entreprise et utiliser le canal digital comme un moyen, donc vraiment l'utiliser comme un moyen d'obtenir ou d'atteindre cet objectif, et en ayant des mesures où on s'est fixé des KPI très clairs, et ça permet d'aider effectivement à convaincre. Guillaume, un autre argument pour le board de Mélanie? Oui, donc effectivement, si elle veut convaincre son board, il faut lui parler avec son langage. Le langage du board, c'est un langage financier. Donc il faut démontrer au board que soit on va faire des économies, soit on va faire du chiffre additionnel. Alors, quand on part de pas grand-chose, c'est vrai que c'est quand même, la tâche est un peu complexe, mais on peut imaginer convaincre son board avec un petit investissement, donc partir sur un pilote. Et démontrer en fait à travers les premiers mois, en quoi on a réussi à améliorer les points de faiblesse que l'on avait imaginés en amont. Un sujet spécifique. Voilà. Ça, c'est une manière de procéder, c'est donc de faire du pas à pas pour amadouer et convaincre peu à peu son board, et ne pas de lui donner le vertige avec des gros budgets. Un autre point peut-être aussi, c'est de rappeler quelques grandes statistiques sous couvert de McKinsey, Forrester, donc des études qu'on peut trouver assez facilement finalement, hein, en libre accès, et peut-être qui risquent d'étonner un peu les boards sur les pratiques. Ça marche aussi très très bien. En général, ça marche encore mieux quand vous commencez à avoir des stats des concurrents. C'est-à-dire, quelles sont les pratiques des concurrents, quelles sont les attitudes des clients et des prospects, et quelle est ma situation. Ça aussi, oui, ça aide à convaincre parfois. Regardez, ils le font tous, on ne peut pas ne pas le faire. Rapidement, parce que je vois qu'on déborde un peu, mais si vous pouvez répondre à la question de Samy, un autre Samy pour le coup, si vous deviez choisir une priorité dans la digitalisation, quelle serait-elle en un mot? Samy à Samy. La priorité en digitalisation, alors je vais dire peut-être un peu plus long qu'un mot, mais les lister et essayer de choisir la première qui rapportera le plus, ou qui permettra d'atteindre le premier objectif et le plus facilement possible. Guillaume? Alors j'allais dire CRM, mais j'adore la réponse de Samy. Eh ben, on se conclut sur la réponse de Samy à Samy. Merci à vous deux pour cet échange. Merci à vous tous qui nous avez suivis pour ce nouvel épisode de Taste Of. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Merci. Merci Thomas. Merci Thomas.